Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, très chère Nicole, je sais que tu as un impératif et je t'embrasse. Merci d'être venu. Messieurs les ministres, cher André Santini, Patrick Ollier, Christian Blanc, Mesdames et Messieurs les préfets et les généraux, Mesdames et Messieurs les parlementaires, les maires, les élus, les présidents et les directeurs généraux, il y a beaucoup d'élus, beaucoup de représentants de la représentation nationale notamment, et d'élus et des maires, ça me touche beaucoup. Monsieur le Président de l'Ordre national du mérite de Paris, avec tout votre bureau, et je vous remercie, monsieur, tout particulièrement d'avoir joué le rôle que vous jouez pendant notre cérémonie. Chers collègues, chers confrères, Mesdames et Messieurs les journalistes, enfin, vous allez voir que, Monsieur le Président, on ne s'est pas parlé en amont pourtant, mais on va avoir pas mal de points communs dans nos mots. Enfin et surtout, permettez-moi à tous, chère famille, chère maman, cher Bastien, et évidemment, chers amis. Un grand chancelier de la Légion d'honneur a dit un jour que les décorations nationales, c'est de l'histoire, de la grandeur, du mystère et des destins. Les mots que je vais prononcer ce soir seront empreints de ces éléments, et j'en rajouterai deux, l'émotion et la joie. Je commence dès maintenant par vous parler d'une personne très chère à mon cœur, parce qu'après, en matière d'émotion, il sera trop tard, et je vais vous parler de mon grand-père. J'y pense très fort à lui. Il nous a quittés l'année dernière à 98 ans. C'était un homme exceptionnel, le plus important de ma vie d'enfant et de jeune adulte. Vous l'avez nommé, Monsieur le Président, chevalier dans l'Ordre national du mérite en 2011. Ce soir, je suis sûr, je suis persuadé qu'il est très fier de son petit-fils, qui marche dans ses pas, et évidemment, ma grand-mère, ma petite mamie chérie, qui a 99 ans depuis une semaine, qui ne peut pas être là. Elle est aussi évidemment avec nous à la minute où je vous parle. Et parce que sans elle, rien n'aurait été possible pour des raisons évidentes, mais aussi de culture, d'éducation, de transmission, de sensibilité, d'humanité et d'amour, je me tourne vers ma maman Christine, qui est certainement encore plus émue que moi. Monsieur le Président, il m'est très difficile d'exprimer à sa juste valeur l'immense honneur que représente le fait que vous ayez accepté de me remettre l'insigne de mon grade. C'est un honneur et une joie qui s'accordent avec le privilège de m'inscrire dans l'affiliation d'un grand projet que vous avez voulu, le Grand Paris, que vous avez porté, Monsieur le ministre Christian Blanc, sur les fonds baptismaux avec votre formidable cabinet. Ce Grand Paris, vous l'avez dit, Monsieur le Président, résistait aux aléas de 3 quinquennats, c'est dire sa force, et nous contribuons encore, pour quasiment tout le monde ici, à sa réalisation aujourd'hui, pour l'avenir de la région capitale et des générations futures, au XXIe siècle, et je le dis toujours, et bien au-delà. Monsieur le Président, au nom de toutes les femmes et les hommes qui donnent corps à la vision que vous avez portée, en mon nom tout particulièrement ce soir, je vous remercie du fond du cœur. Je veux également avoir un mot de remerciement appuyé pour un immense militaire français, le général d'armée Benoît Pugat, grand chancelier de la Légion d'honneur, car c'est sur son propre contingent que j'ai été admis au sein de l'Ordre national du mérite. Et de fait, puisque c'est en son nom que l'insigne m'est remis ce soir, je remercie le président de la République, Emmanuel Macron, de m'avoir nommé. Je veux dire que le président a pris une décision majeure cette semaine en annonçant la création de réseaux de RER pour 10 métropoles françaises. Parce que doter nos métropoles d'infrastructures puissantes, c'est leur donner de la force écologique, économique et sociale. Nous qui faisons le Grand Paris, vous l'avez dit, Monsieur le Président, nous rêvions en parallèle d'un Grand Marseille, d'un Grand Lyon, de Grenoble, de Toulouse, de Lille transformée. C'est un début et il faut s'en féliciter. Il y a des gens qui... Attendez, voilà, on va le faire doucement. Il y a des gens qui, dans cette ténébreuse affaire, m'ont joué un drôle de tour. Je vais leur faire un clin d'œil à mon tour, je ne les vois pas, mais ils sont là, et je vais leur faire un clin d'œil surtout au nom de ces merveilleux moments d'amitié que nous partageons, et que nous partageons aussi souvent que possible. Je veux remercier mes amis Guillaume Beaumont et Julien Renaud. Et dans cette affaire, je pense aussi au rôle actif de la ministre Elisabeth Moreno, qui, ne pouvant pas être parmi nous ce soir, vous adresse voilà, à tous un message d'amitié. Je pense à mon ami le député Bountan, et au vôtre, cher André Santini. Je veux remercier Véronique Vacher, je ne sais pas où tu... Ah ben voilà, juste là.
votre collaboratrice historique, Monsieur le Président, pour m'accompagner dans l'organisation de cette soirée, pour le professionnalisme de toute votre équipe, Monsieur le Président, pour la gentillesse de toute votre équipe, et vous remercier aussi, Monsieur le Préfet Michel Godin, pour votre présence ce soir. Je dois moi aussi excuser Maurice Leroy, auquel nous pensons tous et qui est empêché d'être parmi nous dans les circonstances que vous connaissez. J'excuse aussi les préfets d'Occitanie, Étienne Guyot, et des Hauts-de-Seine, Laurent Autiot, qui m'avaient confirmé leur participation, mais que leurs responsabilités ont rattrapé, et que j'ai travaillé avec chacun d'eux. J'excuse aussi M. Yvain, deuxième président du directoire de la Société du Grand Paris, dont le train a été annulé à cause de la grève et qui donc se retrouve empêché d'être avec nous, et Thierry Dallard, qui s'est testé de doute et qui est positif au Covid depuis 14 heures cet après-midi. Chacun d'eux vous transmet ses amitiés. C'est Maurice Leroy qui m'a fait démarrer dans la vie professionnelle au conseil départemental de Loir-et-Cher et à l'Assemblée nationale, mais aussi en politique, chez les centristes de l'UDF, en Loir-et-Cher et à Paris. Je salue ici les 2 directeurs généraux des services auprès desquels j'ai tant appris, je les ai vus tout à l'heure. Merci Monsieur Ponroy d'être parmi nous, et merci Olivier de Brabois d'être également parmi nous. Et puis je vous ai rejoint, cher André Santini, pour parfaire ma formation dans ce qui est certainement la plus réputée de toutes les écoles politiques, l'école André Santini. Au-delà de vos réussites exceptionnelles, vous êtes connu du grand public, comme Maurice d'ailleurs, pour votre sens de l'humour. Je dois dire qu'en tant que collaborateur, vous êtes d'abord célèbre pour votre exigence, pour votre culture en général, pour la culture de l'excellence en particulier. J'ai eu le privilège de recevoir la confiance de ces 2 immenses élus, et la qualité de notre relation, nous l'avons forgée au mérite et à la loyauté. Ce soir, monsieur, parce que je vous ai toujours appelé monsieur, je suis très honoré que vous soyez avec nous. Je veux vous dire mon immense admiration, mon profond respect, et si vous me le permettez, ma très grande affection. Et puis, il y a eu l'époque superbe du ministère de la Ville et du Grand Paris. Nous avons tant travaillé, avec Maurice à notre tête, mais aussi avec une équipe dirigeante du cabinet amicale et brillante, les préfets Thomas de Gauss, Laurent Autiot, Joël Philly, que je remercie de sa présence, et la Dream Team, avec toi, Pierre Charon, avant que tu ne deviennes sénateur, tu nous en diras peut-être un mot tout à l'heure sur cette formidable aventure, et puis Damien Robert, Thierry Febvé, il doit être quelque part, Stéphane Defaille. Et je fais aussi un clin d'œil à Henri Guénaud, qui est parmi nous, et qui a beaucoup suivi le projet du Grand Paris à l'Élysée. Et puis, merci Jean-Paul d'être présent, parce que c'est toi qui, avec Maurice, a signé l'accord historique du 26 janvier 2011, un accord sans lequel rien de tout ce qui nous rassemble ce soir aurait été possible. C'était un jour historique dont nous continuons à parler aujourd'hui. Et puis la Société du Grand Paris, cette merveilleuse entreprise de l'État auquel j'ai passé 10 ans de ma vie. C'est un quart de ma vie sur Terre. Quand j'ai pensé à ça, je me suis dit que c'était pas banal. C'est Étienne Guyot qui m'a recruté à la Société du Grand Paris. C'était une aventure extraordinaire. Nous avons tant travaillé avec Étienne, avec Philippe Yvain, avec Thierry Dallard, pour donner corps à ce projet, pour le consolider, pour le crédibiliser, pour le financer, pour le construire. C'est maintenant en cours, et cette épopée, je l'ai partagée avec tous les présidents de la Société du Grand Paris, jusqu'à il y a quelques mois, avec professionnalisme, engagement et loyauté. Je veux remercier chacun de mes patrons pour leur confiance, pour leur reconnaissance, et je le crois, pour leur amitié. Et je fais signe à mes collègues, parce qu'elles sont dans la salle, Isabelle et Odile, c'était un bonheur d'avoir travaillé avec vous. Je veux vous remercier, Monsieur le Président, cher Patrick Ollier, parce que vous êtes aussi mon patron, au sein du Conseil de développement de la métropole, où vous avez bien voulu me nommer il y a un an, et dans lequel je travaille sous votre autorité, avec celle du préfet Paul Mourier, directeur général des services de la métropole. Je sais que ce soir, cher Patrick, c'est d'abord l'amitié que nous avons nouée au fil du temps qui nous rassemble. Depuis quelques mois, les manigances de la vie m'ont conduit vers une nouvelle aventure professionnelle. J'ai d'abord rejoint un patron. Ce patron s'appelle Boris de Richebourg. Je le salue et je vous remercie, cher Boris, pour votre présence. J'ai rejoint un patron et une très belle entreprise, le groupe de Richebourg, qui a tant de métiers, tant de services, tant de solutions aux collectivités et aux entreprises que je ne peux pas vous en parler maintenant. Faites-moi confiance, je vais vous en parler beaucoup,
dans les semaines et les mois qui viennent. Vous pouvez me faire confiance. Je vous remercie beaucoup, cher Boris, de me faire l'amitié de votre présence ce soir. Le Grand Paris, je ne vous en parlerai qu'au travers des femmes et des hommes qui animent notre association. Bientôt 150 personnes engagées, bientôt 150 amis. Je veux saluer notre bureau parce qu'il travaille activement à mes côtés et je remercie Valérie Cately, Olivier Frard, Christelle Tang, Maria Bredi, Ludovic Raes, David Lebon, qui sont tous assis à ma droite. Et toi, cher François-Marie Didier, aujourd'hui président du SIAP, avec tout le talent qu'on te connaît, tu as aussi, pendant de longues années, été membre de notre association, membre du bureau de notre association et encore aujourd'hui, soutien actif de notre association. Et je pense évidemment à notre conseil d'administration, à tous nos partenaires qui rendent nos travaux possibles. Je pense à tous les membres pour leur engagement, pour leur assiduité, parce que sans le caractère vital, sans la vitalité de ce réseau, eh bien les acteurs du Grand Paris ne seraient pas ce qu'ils sont. Et si nous n'étions pas ce que nous sommes, eh bien je crois que nous n'aurions plus de lieu de dialogue aussi transverse à l'échelle de la région capitale, capable de fédérer les secteurs publics et privés et tous les métiers. C'est bien ce que nous faisons aux acteurs du Grand Paris, pour défendre à la fois la vision d'origine du projet, qui est parfaitement d'actualité, pour défendre la manière de le réaliser, pour défendre des sujets qui émergent, des sujets nouveaux, des sujets d'innovation. Voilà ce que nous faisons aux acteurs du Grand Paris, et cela peut nous rendre tous très fiers. Mesdames et messieurs, ce n'est pas rien du tout de voir une immense partie de sa vie au travers 1000 visages. Ces 1000 visages, ce sont les vôtres. C'est dingue de s'imaginer que j'ai un lien avec chacune et chacun d'entre vous. C'est ce qu'on appelle l'altérité. Et je crois que de ça émerge la reconnaissance, l'existence, l'être au monde et d'une certaine manière le bonheur. Mais il y a une personne qui est toute particulièrement importante ici ce soir. J'en parle maintenant parce que toi, Bastien, mon cher mari, tu incarnes certainement mon basculement dans la vie d'homme. Comme ce moment de mon discours est la charnière vers la dimension un peu plus personnelle de ce que je vais vouloir vous dire. On ne peut rien sans sa famille. On ne peut rien sans soutien. On ne peut rien sans compréhension. On ne peut rien non plus sans liberté. Et tout cela, Bastien, c'est toi qui me l'offres au quotidien, depuis de longues années, et ça rend nécessairement possible tout le reste. On n'est jamais tout à fait seul dans une décoration, et je sais qu'il y a beaucoup de toi dans la mienne, et je veux te remercier. C'est donc l'histoire d'un gamin du Loir-et-Cher qui jouait dans son parc préféré sous les fenêtres de ce qui fut le grand lycée oratorien de Vendôme, devant le regard d'une grosse tête de bronze, celle d'Honoré de Balzac, qui y fut élève. En face, un ancien presbytère logea un temps Pierre de Ronsard. Au milieu, le Loir, sujet de tant de confusion avec sa grande sœur, le fleuve. J'ai grandi au Vert, dans une maison qui faisait face au château du maréchal de Rochambeau, véritable libérateur des Amériques, toujours au bord du Loir. Cette rivière, c'est le fleuve conducteur de toute mon enfance. Je l'ai redécouverte avec les mots de Balzac dans Louis Lambert, ouvrage dans lequel figurent des pages merveilleuses, mélancoliques, un peu tristes, sur ces longues et formatrices années au lycée de Vendôme. Pour les élèves, chaque année, la grande récompense était à l'époque de participer à la longue promenade qui reliait ce lycée au château du maréchal. J'ai rencontré Balzac en littérature. À quelques siècles près, j'aurais pu le croiser au bord d'une rivière. Il est de très loin mon auteur préféré, et c'est devenu adulte que j'ai compris tout ce que nous avons en commun, et notamment ce territoire si particulier de la vallée du Loir et du Val-de-Loire. Mais avant la poésie et le romantisme de l'adulte, il y a le rêve et l'évasion. Et pour un énergique comme moi, les frontières départementales devaient vite être dépassées. Je dois avouer que j'ai même longtemps voulu les oublier, parce que le Loir-et-Cher, quand on a 17 ans, c'est d'abord la ritournelle populaire, enjouée mais un peu caricaturale, de Michel Delpech. Alors, l'énergie, je le disais, Monsieur le Président, est un mot qui m'est souvent attribué, et très modestement. Je crois que cela nous fait un vrai point commun. J'ai toujours voulu connaître mon élargissement du monde, dans ses dimensions géographiques, historiques, humaines, scientifiques, émotionnelles. Et plus j'avançais,
plus le monde s'ouvrait à moi. Plus j'avançais et plus le monde s'ouvrait à moi. Un ami m'a dit un jour que j'ai la pudeur et le feu de Monte Cristo. Je crois qu'il citait un auteur connu dont j'ai oublié le nom, mais je ne renie pas tout à fait cette définition. Car comme chacun, j'ai une revanche à prendre sur la vie. Pas de vengeance, d'aucun ordre, mais une revanche que je définis au fond comme la nécessité de réaliser son propre destin. Alors, après ses études en Touraine, le jeune Loiret-Charien allait rallier Paris. Je m'y suis installé dans un réduit assez pourri, mais néanmoins symbole de liberté. J'ai marché pour rejoindre le Père-Lachaise, qui n'était pas très loin. J'ai contemplé la ville, et peut-être en silence ou peut-être en hurlant, j'ai moi aussi prononcé ces mots. À nous deux, Paris. Balzac encore, son jeune héros, Rastignac, et l'envie de participer au monde et d'élargir mes horizons. J'aimerais tant vous parler encore de Paris, de gastronomie, d'amitié, de littérature, de cinéma, d'Audiard, des acteurs, de philosophie, d'histoire de Bonaparte, de Napoléon III, de Kurnonski, des paysages, des terroirs, des produits, des parfums, de l'esprit, de la conversation, du rire, de l'impertinence, des émotions, de la poésie, de toutes ces choses qui font le merveilleux sel de ma vie. Mais le temps passe et je dois aller vers ma conclusion. Je ne veux toutefois pas le faire sans évoquer quelques sujets qui me tiennent à cœur. Et le premier sujet dont je voudrais vous parler, c'est l'école française, à laquelle je dois tant. Cette grande école, et je pense à mes instituteurs, et en particulier à Roger Foussat, qui était directeur de mon école et maire de la commune. Et cette belle école libre et gratuite m'a appris l'essentiel. Et l'essentiel, je crois que c'est Jacqueline Romilly qui le résume le mieux. Savoir réfléchir par soi-même, s'exprimer exactement, savoir éviter les duperies, de la propagande et les malentendus avec autrui. Savoir raisonner et prévoir, n'est-ce pas la suprême liberté? Devenir adulte et libre, je crois que c'est faire l'épreuve de la culture. Et ce mot merveilleux, je n'ai pas trouvé de meilleure définition que celle d'André Malraux. La culture, c'est ce qui a fait de l'homme autre chose qu'un accident de l'univers. Je parle d'éducation et de culture, moi qui n'ai quasiment aucun diplôme et qui vis avec un syndrome indélébile, le syndrome de l'autodidacte. Avec lui, on n'a jamais fini de se justifier. Il n'y a pas de repos possible pour les autodidactes parce qu'ils ne se reconnaissent souvent pas à eux-mêmes la légitimité qu'on leur accorde pourtant bien volontiers avec le temps et avec l'expérience. J'ai ainsi acquis la conviction que le travail n'existe pas, que le talent n'existe pas. Donc, je disais, j'ai acquis la conviction que le talent n'existe pas et qu'il n'y a que le travail. Et c'est Barbara, dont j'ai revu quelques images il y a quelques jours, qui l'évoque le mieux, en parlant de son rapport à la scène. Chaque jour, tout recréé. Le talent d'hier n'a pas de valeur à l'instant présent. Il n'est, comme le succès, que le fruit d'un travail sans cesse recommencé. Et ce travail, je le mets sans cesse au service d'une conviction qui consiste à affirmer que l'homme a pour mission d'extraire du chaos de sa propre vie la poignée de lumière suffisante pour éclairer un peu plus loin que soi, vers l'autre, là-bas, comme nous, égarés dans le noir. Ainsi que l'écrivait le regretté Christian Bobin, une phrase très proche de mon idée de la fraternité. Défendre l'idéal humain en compagnie des hommes, voilà bien une contradiction, s'exclamait un personnage de Romain Gary. Et pourtant j'y crois à la nature humaine, parce qu'aimer, quelle que soit la manière, c'est saisir le petit grain de folie chez quelqu'un. Deleuze disait même que sans saisir ce petit point de démence, on passe à côté de l'autre, car le point de démence de quelqu'un, c'est la source de tout son charme. Je voulais vous parler de la France, et c'est avec Marc Fumaroli que j'arrive le mieux à exprimer l'intimité de mon sentiment. La France représente un degré de civilisation douce qui suppose les terrassements et les fondations laissées par Rome. Les formes qu'elle introduit sont néanmoins plus morales que minérales, son intelligence plus subtilement souple, amie de la diplomatie et du bonheur, sa langue persuasive et lumineuse.
La France est un progrès dans le luxe séducteur du cœur et de l'esprit. En résumé, mesdames et messieurs, la France, c'est l'art de rendre plus spirituel le passage sur Terre. Depuis la Révolution, la patrie a remplacé le prince et la nation fait corps avec la République. Comme souvent dans l'histoire, le trouble succède à la béatitude. Et je sais que vous ne cessez d'entendre cette phrase, pardon, mais elle est pourtant définitive. Le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Pardon. Ces monstres, ce sont nos éternels ennemis, ceux de Cyrano, le mensonge, les compromis, la lâcheté, les préjugés, la sottise. On y ajoute la doxa, la haine, le racisme, le rejet de l'autre, le repli sur soi, la peur, qui sont les parents du fascisme et du totalitarisme. Oui, le XXIe siècle sera vertigineux, mais moi, je suis optimiste, j'ai confiance. Il ouvrira des possibilités inouïes, au moins autant que le XVIe siècle et la Renaissance ont remis des dogmes millénaires en question. Soyons donc confiants et résolus. Enfin, je conclus. Chez nous, dans ce sublime pays de la douceur de vivre, faisons en sorte que l'excellence, dans toutes ses formes, devienne la maladie la plus contagieuse. Et lorsque vous sentirez cette terre gronder, notre peuple se déterminer, évoquant Rabelais, Montaigne, Molière, Voltaire, Madame du Deffand, Olympe de Gouges, Victor Hugo, Clémenceau, Jaurès, Bonaparte, De Gaulle ou Simone Veil, lorsque notre magnifique pays, la France, entreprendra sa mue pour affronter le XXIe siècle, lorsque vous la verrez passer, cette belle et douce silhouette de la civilisation universelle, aimez-la, chérissez-la, c'est votre fille. Je vous remercie.